Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Alors, téléspectatrice, bonjour. Bonjour. Allez-y pour votre intervention, vous avez 2 minutes. Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où les gens sont avant de suivre. Allez-y. Ok. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour ce débat constructif et je remercie également nos invités qui ont le courage de nous parler, de nous dire la vérité. Je les félicite beaucoup. Moi, j'aimerais m'adresser à Monsieur Credo. Oui, il est journaliste, il est également analyste politique et je pense que il est mon aîné, oui, puisque moi aussi j'ai eu à choisir cette branche. Ok, là où je ne suis pas d'accord avec lui, dit qu'en matière d'infrastructure, le fils est meilleur que le père et qu'aujourd'hui les choses ont évolué, que il y a la liberté d'expression au Togo. Je ne suis vraiment pas d'accord. Aujourd'hui, les journalistes, les gens font des enquêtes, ils font des investigations, ils dépensent de l'argent pour faire ces investigations-là, et ils sont incapables de faire sortir les données, de faire sortir les résultats, juste parce que quoi? Ils ont peur de finir leur vie en prison. Il y a tellement de choses. En matière d'infrastructure, le fils est meilleur que le père. Moi, lors des campagnes passées en avril, campagne législative et régionale, nous sommes sortis du Togo. Nous sommes sortis plutôt de Lomé. Nous sommes allés jusqu'au nord du pays. J'ai versé des larmes. Nous sommes à Lomé, nous disons que ça ne va pas, ça ne va pas, ça. Nous avons dépassé Lomé. Je pense seulement que c'est juste Lomé qui est un peu mieux. Lorsque vous allez à partir de, je sais pas, Nortien et tout, je dis, je ne peux pas vivre là-bas. C'est pas possible. Ça ne va pas. Et il a parlé également de l'électricité qu'il y a sur des kilomètres et tout et tout. Je vous assure que je ne sais pas. Il est analyste et il est mieux placé pour nous dire certaines choses. Laissons sa casquette de journaliste. Parce que le journaliste est censé donner des résultats sans mettre au fait son cœur dedans. Il est censé donner des résultats objectifs. Maintenant, en tant qu'analyste, après avoir fait les enquêtes et tout, vraiment, lorsque vous allez sur le terrain et que vous faites des enquêtes, vous voyez des choses, vraiment, je pense que ce qu'il a dit sur le papier est complètement différent de la réalité. On parle des centres de santé et tout. Moi, je n'ai pas vu ça. C'est nous je fais partie du peuple, en fait. Et tout ce qu'il vient de citer, moi, je n'ai pas vu ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Je prends juste prenez juste Asigame. Lorsque vous venez là-bas, ce ne sont plus des nids d'oiseaux, je sais pas, des gouffres. Des trous partout. Ça, c'est en pleine ville. Maintenant, imaginez l'intérieur. Donc, c'est pas que nous sommes en train de dénigrer notre pays, mais nous aussi, nous aimerions, nous qui sommes jeunes, nous aimerions vivre, nous aimerions rêver comme nos jeunes frères du Ghana, du Bénin et autres là. Franchement, cette situation nous dépasse. Il faut que nos aînés fassent quelque chose. Merci beaucoup. Je félicite le gouvernement pour tout ce qu'il fait comme effort, mais je pense qu'il reste beaucoup de choses à faire. Et Monsieur Credo, qui est analyste politique, j'aimerais qu'il fasse encore plus d'investigations, qu'il donne des données réelles afin qu'on puisse nous aider sur ce coup. Merci beaucoup et bonne suite d'émission à tous. Bye.
Merci de nous avoir appelés. Ça fait plaisir d'écouter une Togolaise nous appeler en direct sur le +1 319 462 89 79. Vous êtes tous la bienvenue. Bienvenue à cette seconde partie. Je vais donner le temps à Monsieur Tété Credo de rebondir et de répondre, si possible, à notre consort, sinon à notre patriote. Et nous sommes dans la seconde partie de cette émission où nous abordons donc la feuille de route lancée par le gouvernement togolais en 2020. Nous sommes probablement à 4 ans, disons, on fait un bilan mi-parcours et nous voulons aborder le second axe. Mais bien avant, j'avais promis aux invités donc de leur donner 1 minute pour rebondir lorsqu'ils seront interpellés. Monsieur Tété Credo, je vous donne 1 minute pour rebondir très rapidement à l'intervention donc de la téléspectatrice. Oui, moi je voudrais remercier la téléspectatrice pour sa contribution. Je crois qu'elle a contribué au niveau du débat, donc c'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Mais je crois que je n'ai pas fait dans la lecture, après les investigations, par rapport à la thématique qui nous a été soumise, avoir des chiffres réels. Donc ce ne sont pas des chiffres préfabriqués, mais je concède qu'elle puisse dire que tout n'est pas parfait. Et je ne pense pas que ça a été mon intention de dire dans mes développements que tout est rose au pays. Donc on a fait l'état des lieux, mais on a dit même dans l'introduction qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a des insuffisances. Donc, je ne sais pas si elle a suivi depuis le début, mais je la remercie pour sa contribution. Mais j'insiste et je persiste pour dire que aujourd'hui, si nous voulons comparer les deux temps, le temps du Père et le temps du Fils, il faut qu'on ait cette humilité de reconnaître que les lignes semblent bouger, les lignes bougent beaucoup plus au temps du Fils. Mais je le disais tantôt, ce n'est pas une question de magie. Il va falloir que chacun puisse jouer sa partition. Et je crois qu'elle a essayé de jouer sa partition en relevant des points. Par exemple, elle a cité la situation, si vous sortez de Lomé pour aller à Notien. Nous n'avons pas dit, et je ne pense pas que l'un de mes co-débatteurs ait dit que tout est rose, ou bien le Togo est le pays des merveilles. Mais il y a des efforts. Il faut avoir aussi, disons, cette humilité de reconnaître les jalons qui sont posés, les efforts qui sont faits, quitte à dire dans un second temps qu'on a oublié cet aspect, on a oublié ce pan. Donc, les nids de poules ou bien les nids d'oiseaux, il y en a, nous dénonçons cela et ça ne fait pas bon vivre lorsque dans certains quartiers, lorsqu'il y a surtout en saison de pluie, c'est difficile de rouler. Donc nous attirons l'attention des gouvernants là-dessus. Mais concernant le développement que j'ai fait sur l'axe numéro 1, ce ne sont que des faits réels que nous avons donnés pour poser le débat. Donc, c'est ce que j'ai à dire à notre consoeur et je l'encourage même, du moment où elle a eu à embrasser cette profession de journaliste, qu'elle revienne dans cette profession, qu'elle n'aille pas vendre dans une boutique d'alimentation générale ou bien au grand marché, qu'elle revienne et que chacun puisse jouer sa partition. Donc, c'est ce que j'ai à dire particulièrement, mais je ne sais pas si après vous allez me donner la parole. Je vais vous redonner la parole, monsieur Tété Credo. Je vais vous redonner la parole. Je vais vous redonner la parole. Ne vous inquiétez pas, on a tout le temps aujourd'hui. Alors, on a toujours un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Vous êtes avec nous? Allô? Oui, allez-y. Téléspectateurs, vous êtes en direct sur Afro TV, allez-y. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Credo n'a apparemment pas fini son propos. Ouais, mais le temps est parti, fini, donc il connaît la règle. Donc allez-y, vous avez 2 minutes, allons-y. Ok, bonsoir à tous, bonsoir au public. Je voudrais, ça me perturbe énormément le fait qu'il continue pas à parler. N'écoutez pas le live chez vous, n'écoutez pas le live chez vous. Monsieur Credo ne parle plus à l'antenne, donc allez-y. Écoutez-nous, vous êtes avec nous, vous êtes en direct. Alors, je voudrais juste qu'on soit suffisamment objectif. Quand les gens viennent sur les plateaux télé, malheureusement, je suis désolé de le dire comme ça parce qu'il m'arrive quelquefois aussi de faire des émissions, mais je voudrais que les gens arrivent quand même la main sur le cœur à dire la vérité.
Quel est votre point de vue? L'essentiel, c'est votre avis qui compte pour nous. Pour moi, ce qu'il est important aujourd'hui, c'est de dire la vérité aux gens. Je considère que la gouvernance de M. Faure Gnassingbé, malheureusement, n'a pas été très loisante. Quand vous prenez, par exemple, ces années de gouvernance, en 20 ans de gouvernance, nous avions toujours un seul stade. Hein. Quand vous prenez 20 années de gouvernance, nous avions toujours les deux universités qui existent depuis son père. Quand vous prenez les 20 années de gouvernance, nous n'avions pas toujours de salle de spectacle. Nous avions toujours que l'ancien siège donc du RPT UNIR, rebaptisé en palais des congrès. Et ça, aujourd'hui, beaucoup de plus en plus le comprennent. Nous vivons malheureusement dans une sorte de cosmétique politique. Nous avions vraiment envie que les choses changent. Je vous donne un exemple. Prenez le Bénin à côté. Quelqu'un me dira que comparaison n'est pas raison. C'est vrai. Mais en 8 années de gouvernance, c'est 35 marchés régionaux qui ont été construits. C'est 22 stades communaux qui ont été construits. C'est des milliers de kilomètres d'asphaltage qui ont été réalisés. C'est ça que nous voulons. C'est la concrétisation de ces choses. Malheureusement, sur des plateaux télé, on vous sort toujours des chiffres. Le Togo est toujours premier. Hein, on dit indice de développement humain, le Togo est premier dans la sous-région. On prend tel domaine, c'est toujours premier. Mais on ne réussit jamais à concrétiser ou à faire vivre aux populations ces chiffres-là. C'est ça qui est malheureux. La dame qui a parlé tout à l'heure a évoqué le cas du fait que quand vous quittez Lomé, eh bien, vous avez l'impression que l'arrière-pays, c'est un gros village. Mais elle a parlé de Notier, ce n'est pas Notier, c'est juste à Thiviers. À partir de Thiviers, non seulement la route qui est donc un peu comme une colonne qu'on prévoit de dédoubler depuis des années, ça n'a jamais eu lieu. Vous vous rappelez, à la veille des élections 2015, en 2014, il y a eu donc une fameuse inauguration d'un train qui s'appelait Blue Line. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Non. Il y a beaucoup de saupoudrage, énormément de saupoudrage. Nous ne voulons pas. Vous savez, il ne suffit pas de dire que non, il faut que telle personne quitte pour que telle autre vienne. Pas forcément ça. Mais nous voulons juste des réalisations concrètes. Et nous considérons qu'il faut commencer par lutter, mais vraiment lutter contre la corruption. On finit de lutter contre la corruption, on réduit le train de vie de l'État. Et on investit massivement dans des secteurs régaliens, dans des secteurs porteurs. L'agriculture, l'éducation, la santé, les 3 secteurs-là, il faut impérativement investir là-dedans et suivre les investissements. Je vais vous donner un exemple, notre exemple banal. Vous vous rappelez, le Togo récemment a participé aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est venu vous dire, est-ce qu'on est venu dire aux Togolais, qu'est-ce qu'on a gagné? Personne n'est venu. C'est-à-dire que le sens de redevabilité que les dirigeants doivent avoir pour les populations, ça n'existe pas. Donc, on fait des choses, on nous annonce. D'ailleurs, moi, j'attends un bilan. En tant que citoyen togolais, après 20 ans de gouvernance, j'attends que, de la même façon, on envoie des officines sur des plateaux télé. Je crois que Monsieur Tété fait très bien le porte-parole donc de ce gouvernement. J'attends un bilan concret, qu'on nous montre des preuves, qu'on nous dise. Tout à fait, bien sûr, je ne l'accuse pas. Il a dit des choses, il a donné des chiffres, mais de façon très concrète. 30 000 salles de classe nous ont été promises. On en est où exactement? C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Donc, quand les gens parlent, je voudrais que quand on retourne à la maison, surtout en tant que père de famille, qu'on ait la main sur la conscience, qu'on se dise « Ah oui, ça par contre, on l'a pas bien fait ». Merci. Ça, on a menti. Il faut vraiment qu'on soit en phase avec notre propre conscience. Ce que nous voulons simplement, c'est d'être fiers d'être Togolais. C'est de se dire qu'en fait, nous pouvons bâtir notre pays dans la vérité, dans la loyauté. C'est ça le rêve de nos pères, le père de notre indépendance. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. On veut enfin voir le soleil briller. Merci. On veut enfin qu'on dise la terre de nos aïeux a désormais tout son mérite. C'est ça que nous voulons. Plus des chiffres sur des papiers. On en a assez avec les chiffres. Merci. Les gens doivent vivre. C'est un pays dans lequel, malheureusement, je vais finir là-dessus, c'est un pays, malheureusement, quand vous posez la question à tous les jeunes, tout le monde a envie de partir. Oui. Tous les jeunes ont envie de partir. On vous dit non, et ça n'est pas à Djolo. Tout le monde a envie de partir. C'est parce que, justement, demain, on nous a parlé du plan de développement, de PND 2018-2020. Aujourd'hui, on en est où? Il n'y a pas de bilan. Rien. Et on veut qu'on continue par croire.
Si quelqu'un trouve un chemin de partir, qu'il parte. Parce que le Togo, malheureusement, eh bien, c'est un foutoir total. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés. Merci également à nos invités qui sont avec nous pour cette émission. Vous êtes en direct sur AfroWeb TV et vous suivez votre émission Avis de la diaspora avec nos invités de marque. Alors, deuxième axe de la feuille de route du gouvernement que nous abordons, dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie. On parle d'ailleurs économie depuis le début donc de cette émission, mais comment redynamiser cette création d'emplois? Où en sommes-nous véritablement par rapport à cette création d'emplois et surtout par rapport à l'agriculture qui constitue l'une des forces de notre pays, le Togo? Monsieur Tété Credo, je vais vous donner rapidement 2 minutes pour partager avec nous votre point de vue. Oui, vous permettez que je puisse remercier le téléspectateur qui a également fait parler son cœur. Donc, il a fait parler son cœur et nous aussi, nous venons faire le débat avec tout notre cœur parce que personne n'a l'ambition de voir ce pays reculer. C'est à travers les critiques, comme il l'a fait, qu'on pourra améliorer les choses. Donc, il ne va pas être question d'être trop pessimiste. Je crois que les points qu'il a soulevés, les voix autorisées sont en train de nous suivre et prendront également ces contributions au sérieux. Maintenant, sur l'axe numéro 2, je vais seulement planter le décor à partir de mes recherches de 2020 à ce jour, notamment la dynamisation par la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie. Donc, le premier aspect qu'il faut retenir, c'est que les investissements dans l'agriculture ont permis l'aménagement de 50 000 hectares de zones agricoles planifiées, ce qui offre un accès abordable à la terre à 16 000 producteurs, dont 6 000 femmes, et également 400 000 tonnes d'engrais et 14 700 tonnes de semences ont été distribuées et des subventions ont permis de réduire le prix des engrais de 32 000 à 18 000 francs CFA. Donc, je précise, Moïse, que ce n'est pas une œuvre de l'esprit, c'est les résultats des investigations par rapport à la thématique et surtout à ce axe numéro 2. Maintenant, si nous parlons de l'agriculture, donc il faut également voir le volet investissement. Donc, en termes d'investissement aujourd'hui concernant l'axe numéro 2, les résultats nous donnent 8,7 milliards de francs CFA de crédits intrants qui ont été attribués à 142 574 producteurs. Donc, je ne dis pas que c'est assez, mais c'est le bilan au jour J. Donc, on peut mieux faire, mais c'est déjà un pas. Et également, il faut dire qu'il y a des plans d'affaires qui ont été financés par le MIFA, le mécanisme qui s'occupe de l'économie agricole, pour un montant total de 9,8 milliards de francs CFA, bénéficiant ainsi à 176 423 personnes. Maintenant, lorsqu'on parle de financement, donc on doit interroger également les investissements. Est-ce qu'il y a cette facilité d'investissement? Je dirais, à ce jour, la facilitation des investissements et la mise en place du parc industriel d'Adétikopé conçu pour accueillir des unités industrielles ont généré, selon les recoupements, près de 346 milliards de francs CFA d'investissement en zone franche et sous le régime du Code des investissements, créant ainsi environ 6 000 emplois directs. Et que dire du domaine de la logistique qui rentre encore dans ce axe 2? Il y a la construction du port sec d'une capacité de 12 500 EVP sur la plateforme, sur la PIA, et qui a permis de décongestionner, et ça c'est visible lorsque vous êtes au Togo, à moins que vous restez dans la diaspora, vous ne touchez pas du doigt les réalités. Cela a permis de décongestionner le port de Lomé, dont les performances se sont accrues grâce à une série de réformes. Et la dernière fois, nous avons même suivi un point de presse, une conférence de presse qui a été animée par le directeur général
du port autonome de Lomé, le contre-amiral Foga-Andénion, et des chiffres ont été donnés. Maintenant, je voudrais terminer avec les infrastructures ou bien les routes bitumées. Il y a 484,5 km de routes bitumées ont été aménagées ou réhabilitées et 6 921 km de routes ont été entretenues. Donc, près de 2400 km de pistes rurales ont été construites, désenclavant ainsi 1276 localités. Donc, voilà les recherches, ce que mes recherches ont donné sur ce axe numéro 2. Mais je voudrais, je ne sais pas si j'ai la permission, je voudrais, à la suite du dernier développement de mon aîné, M. Lawson, dire que, en fait, faire la politique, la manière même de faire la politique est évolutive. La manière de faire la politique aussi évolue au jour le jour. Et les politiciens de la préhistoire n'ont plus aujourd'hui droit de citer dans les affaires politiques de la société parce que la conception, les choses, la méthodologie, la pédagogie aussi ces deux aspects doivent changer parce qu'il ne suffit pas de végéter dans une posture de critiquer pour critiquer. Quelqu'un le dirait vulgairement, ça c'est du crimador, critiquer, manger et dormir. Donc il va falloir que les choses soient bien faites. Moi, ce n'est pas parce que le docteur Ton est sur ce plateau, mais quand il vient à Lomé, il sillonne le territoire, il fait même des rencontres avec les médias, il pose des actes. Je dis, on a besoin de ces politiciens qui ont dépassé le temps de la préhistoire ou bien des gens qui ont toujours des idées préfabriquées, arrêtées en tête pour dire le Togo ne va pas. Le Togo va aller, mais chacun doit y apporter sa pierre. Merci. Merci, vous avez dépassé un peu, mais c'est pas grave. Alors, docteur Kodjoviton, président du parti politique Nouvelle Vision, vous avez lancé récemment un talk show concernant donc le soutien que vous apportez à tous les jeunes. Et ce qui m'a intéressé sur cet aspect, sur ce task qui rejoint un peu plus la feuille de route du gouvernement, c'est le financement des projets des jeunes. Vous en avez l'habitude de soutenir les jeunes dans leurs projets, en leur parlant, en tant que coach et surtout en tant qu'économiste. Dites-nous concrètement, avec la croissance de la création d'emplois au Togo, où en sommes-nous, vous qui faites partie donc de l'opposition togolaise? Bon, vous allez constater que depuis le début de l'émission, je parle toujours du coût de l'investissement comparativement aux résultats. Et parce que je veux venir à une conclusion. C'est-à-dire quand on parle du coût de l'investissement, quand on revoit ça avant de le comparer à la réalisation, on peut venir à une bonne gouvernance, c'est-à-dire à une conclusion d'une bonne gouvernance ou bien d'une mauvaise gouvernance. Et comme l'a dit le frère Credo et les autres, je sais que sur le terrain, je suis presque partout, dans les villages, dans les coins reculés. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher à la population. Il est vrai que plusieurs résultats que nous présente la télévision togolaise ou bien les données statistiques couvrent la réalité de nos populations. Si on parle par exemple de l'électrification du Togo, il y a une différence entre électrifier le Togo et placer des poteaux électriques. Moi, je suis par exemple au niveau de Agoreke, et combien de fois il y a des poteaux électriques qui ne sont pas allumés. Mais quand le chef de l'État doit passer, ou bien quand il y aura un événement majeur, tout travaille. Mais tout juste après cela, ce ne sont que des choses qui sont là, qui ne fonctionnent pas. Mais quand nous parlons de l'investissement, et nous ne prenons pas soin de parler du coût de l'investissement, nous devons comprendre que nous sommes en train de laisser de côté l'appauvrissement de la population. Parce que ces questions pertinentes que je pose me permettent de donner la conclusion que nous sommes en train, en un point donné, d'appauvrir la population. Parce que si je vois l'évolution du budget annuel même du Togo sur 10 ans, et je compare ça à l'évolution du salaire des Togolais en 10 ans, je vais voir qu'il y a le premier qui grimpe exponentiellement au moment où cette population a plus de difficultés même à se nourrir. Et quand je vois le nombre de points de nombre de taxes qui sont inventées, qui sont maintenant instaurées pour cette population, parce que nous voulons avoir des chiffres
nous devons comprendre que ça conduit à l'appauvrissement de la population. C'est pourquoi je disais que sur la télévision nationale, tu vas croire qu'on parle d'un autre pays. Parce que la réalité que nous vivons tous les jours, c'est que la situation au Togo devient de pire en pire. Mais les résultats deviennent sur les chaînes de meilleur en meilleur. Donc cela voudrait dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si soit c'est une équipe de mauvaise foi, une équipe qui est en train de gérer le programme de l'État, qui fait croire que nous avançons, mais au détriment de la vie des citoyens. Je suis certain que quand nous voulons revoir l'application des projets que nous avons, en tenant compte des ressources que nous investissons dedans, nous devons reconnaître qu'il y a nécessité de changer la manière dont nous gérons nos pays. Il y a nécessité de changer certaines personnes qui sont là, qui depuis plusieurs années ne nous ont pas donné des résultats concrets. Il y a raison de changer ceux-là qui ne font rien que de renouveler leur mauvaise foi par rapport à la gouvernance de nos pays. On ne peut pas être devant des projets qu'on applaudit à chaque fois, mais qu'on n'a pas des résultats. Monsieur Lawson l'avait dit, il n'y a pas des gages, il n'y a pas un référentiel qui nous permet de dire que voilà, ceci a été réellement effectif par rapport à cela. J'ai aimé tous les chiffres que monsieur Credo a annoncés, mais la question c'est de savoir si réellement, par exemple, pas des kilomètres de voies qui sont exécutées, mais est-ce que la qualité même de ces voies répond à ce que répondent aux fiches techniques qui ont été présentés dans le budget, dans l'exercice, dans le budget de l'accomplissement de ces projets. Moi, je suis en train de parler plus de l'effectivité de la réalisation de nos projets. Parce que c'est à travers cela que nous allons réellement créer, au fait, la classe moyenne dont nous avons besoin, où tout le monde aura la possibilité de manger tous les jours. Nous avons des chiffres, oui. Nous avons des programmes, oui. Par exemple, des programmes où on applaudit, comment on l'appelle, programmes de volontariat. D'abord, par exemple, en tant que président de la République, moi, je ne peux pas applaudir un programme de volontariat où un jeune Togolais est volontaire sur 10 ans. C'est-à-dire de 25 à 35 ans, tu n'es que volontaire. Il y a de ces choses-là que nous devons changer pour éviter que la population soit dans un miroir pour faire croire au monde entier que ça évolue, mais dans la réalité, ça n'évolue pas. Selon moi, oui, les projets, on a de beaux projets au pays, mais l'application et les hommes qui sont appelés à gérer ces projets, il faut comprendre, il faut que le chef de l'État ou quiconque a le devoir de le savoir, sache que dans la réalité des choses, les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas. Merci. Merci. Nous sommes en direct et la différence entre nos émissions, c'est en live et non désenregistré. Donc c'est ce qui fait que vous devez comprendre quelquefois nos réactions sur certains débats. Chers amis téléspectateurs, nous sommes aussi avec M. Tcherelo Lawson Nyamassadi Refou, mais vous êtes économiste, on parle de réforme de la politique foncière agricole au Togo, surtout dans le deuxième aspect de cette feuille de route du gouvernement pour dynamiser la création d'emplois. Vos réactions, M. Tcherelo Lawson Nyamassadi? Alors, nous sommes toujours dans la même rengaine. Des belles intentions sont annoncées, mais au finish, la montagne accouche toujours d'une souris. La réforme foncière au Togo est une nécessité. Et cette réforme, justement, permet de mettre à disposition des terres arables pour permettre une agriculture qui réponde fondamentalement aux besoins de l'économie, aux besoins alimentaires de la population. Parce que l'agriculture au Togo, c'est 40% du pays. Donc, c'est le secteur le plus important. Donc, le Togo a une économie primaire, d'une certaine manière. Et là aussi, fondamentalement, convoque, je dirais, les éléments de la matrice de base. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en démocratie, il est difficile
d'arriver à des résultats de développement, des résultats concrets. Parce que la démocratie pose fondamentalement 4 piliers. Le premier pilier est le choix des dirigeants, le choix libre des dirigeants. Donc, quand la population a la capacité de voter, de choisir librement ses dirigeants, ce que ça fait, c'est que ces dirigeants présentent un projet et c'est ce projet que la population valide à travers le vote. Donc, ce dirigeant a la responsabilité d'être redevable à la population pour que, s'il fait bien, il continue. S'il ne fait pas bien, la population a la possibilité de choisir quelqu'un d'autre. Donc, ça crée la concurrence et ça amène les gens à travailler, à atteindre des objectifs. Mais quand vous êtes dans un système où c'est papa qui m'a dit, le pouvoir m'appartient, donc je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, je gère le pays comme ça me semble, je tue qui je tue, je mets qui je veux en prison, je n'ai pas de redevabilité. Vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de progrès au bout de la ligne. Donc, le principe fondamental qui fait que tous ces projets, finalement, sont des catalogues d'intentions, c'est que on refuse aux Togolais le choix la liberté de choisir démocratiquement leurs dirigeants. Et le comble a été la dernière fois où même la Constitution, 87 personnes ont braqué la Constitution, que l'ensemble du peuple togolais s'est donné à 92% pour leur arracher le droit de choisir leur président de façon démocratique. Nous en sommes dans ces conditions, nous en sommes dans ce pays-là qui marche sur la tête. Donc, vous comprenez que ces dirigeants ne peuvent pas être redevables. Donc, le premier critère, c'est le choix libre. Le deuxième est la redevabilité. On l'a évoqué tout à l'heure. Tous ces ministres, certains ont 18 ans, certains 15 ans, certains 20 ans. Monsieur Thierry Lawson, s'il vous plaît. Non, je vais arriver au point. Oui, allez-y, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, allez-y. Que la crainte, ils ne sont pas redevables à la population, mais on ne peut pas évaluer ces critères. La question de la loi, et c'est là où j'en viens. Un pays normal, un pays doit être dirigé par des lois, par des règles, par la Constitution. Et donc, quand vous faites des réformes agraires, c'est des lois que vous implémentez. Mais quand ces lois, quand le système, les institutions, la justice n'est pas fonctionnelle ou est plein de corruption, vous comprenez que vous auriez pu faire des réformes sur le papier, mais en réalité, ça ne se traduit pas dans les faits. Et enfin, la question, n'est-ce pas, de la sécurité et des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui permet à la créativité, à les gens de pouvoir créer des projets, de pouvoir faire preuve de génie. Mais quand ces personnes-là sont brimées, le pays n'avance pas. On nous parle de 700 milliards de lois de budget de programmation militaire et qui permet à nos forces de sécurité d'être équipées, de faire face à toutes sortes des attaques terroristes. Mais depuis, Monsieur Thierry Lawson, je ne vous coupe pas, mais je voudrais plus qu'on accentue donc sur la réforme politique foncière agricole au Togo, sur cet aspect qui est donc le deuxième axe de la feuille de route du gouvernement. En 30 secondes, dites-nous concrètement ce que vous avez sur le cœur en tant que représentant ou coordinateur de la diaspora togolaise. Sur les questions de réforme, sur l'agriculture, vous savez, c'est un tout. Pour un pays agricole, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a la réforme nécessaire pour les terres agricoles, mais aussi il y a cette capacité à pouvoir mécaniser cette agriculture, c'est-à-dire à mettre un système industriel au profit des agriculteurs. Et ce système mécanique ou ce système d'industrialisation agricole doit être adossé à un système financier. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une banque qui puisse donner du crédit à ces agriculteurs pour qu'ils puissent acquérir des machines-outils nécessaires à la transformation du système agricole. Mais quand vous analysez toute la scène de production, vous comprenez que, c'est un système aristocratique de mafieux c'est les mêmes personnes au gouvernement qui ont des terres, qui ont acheté des terres partout. Merci. Monsieur Thierry Lawson, malheureusement, votre temps est terminé. On va revenir sur d'autres aspects donc de notre émission Avis de la diaspora que vous suivez sur Afro TV. Le dernier, sinon le troisième, moderniser le pays, renforcer ses structures. Quelque chose.
Ouais, je vais revenir juste après. Vous allez permettre, puisque il nous reste pas beaucoup de temps pour terminer l'émission. Alors, la modernisation du code de travail, la décentralisation de l'État, la réforme de la législation environnementale. Je voudrais qu'on aborde ce dernier point avant donc de conclure et vous allez revenir sur les points saillants. J'ai même une question surprise pour vous en fin d'émission. Alors, permettez à ce que je mette un peu plus le pied sur l'accélérateur très rapidement. Monsieur Tété Credo, je vais faire le tour de table très rapidement sur ce dernier point de la feuille de route du gouvernement togolais. Oui, faire le point. Donc, je voudrais également qu'on puisse interroger l'axe numéro 3 rapidement. C'est ce que moi je vais faire, la modernisation du pays et le renforcement de ses structures. Donc, ça, c'est une ambition. Il faut moderniser le Togo parce que si on veut être compétitif à l'international, il faut passer à l'étape de modernisation. Et la modernisation interroge également cette nécessité urgente de renforcer ces structures. Et dans ce volet, dans ce axe-là, il faut insister sur le numérique qui entre dans la modernisation du pays et qui s'est traduite, selon nos informations, par la mise en service du câble Equiano de Google. Et c'est un troisième câble sous-marin assurant au pays une capacité nominale supplémentaire de 150 terabits par seconde afin de renforcer justement la desserte en connexion Internet qui couvre désormais 90% de la population. Il fut un moment, depuis Lomé, on ne pouvait pas faire cette émission parce que la qualité du numérique laissait à désirer. Donc, c'est dire qu'il y a déjà des avancées, mais je ne dis pas aussi que nous avons atteint le summum, quitte à ce que ceux qui ont des cahiers de charges au niveau du gouvernement puissent améliorer leur performance comme le souhaite le docteur Ton, et c'est un avis que je partage. Donc là, lorsque nous laissons de côté les réalisations dans le secteur numérique qui touche également la digitalisation, il faut préciser cela, la digitalisation de 82 services publics aujourd'hui, dont 36 au bénéfice des citoyens et 46 pour les entreprises, et notamment la conduite d'une série de réformes qui touchent à la cybersécurité et à la mise en place d'une identité biométrique. Donc ça, je crois que c'est des chantiers qui sont louables et nous devons tous y contribuer. Mais dans la perspective d'assainir le cadre du travail et de le rendre performant et compétitif, il faut également des actions qui soient faites. Je voudrais invoquer l'augmentation du SMIC et de la valeur indiciaire des salaires des retraites, la promulgation d'un nouveau code de travail que je suppose consensuel entre tous les acteurs, ainsi que le programme présidentiel d'excellence qui ont été réalisés. Et pour terminer, il faut toujours viser une amélioration. C'est l'amélioration de l'action de l'État. Ça doit reposer sur quoi? À mon humble avis, la réforme même sur la décentralisation et la déconcentration de l'État s'est poursuivie. Nous avons touché tâté ça sur le terrain, tout comme l'amélioration de la gestion des finances publiques, avec aujourd'hui l'amélioration du taux de collecte des recettes fiscales qui est passé de 12,4% à 14,6%. Donc voilà des chiffres réels. Maintenant, la grande question, est-ce que les jalons qui sont posés, est-ce que nous y contribuons tous ou bien une certaine catégorie va végéter toujours dans les critiques stériles? Donc je crois que nous avons l'obligation, chacun à son niveau, le politique comme Dr Ton doit jouer sa partition, le journaliste que je suis, l'analyste, je dois également jouer cette partition, et c'est là où je voudrais formuler le vœu que mon cher aîné Thierry Lawson puisse avoir cette opportunité de revenir, parce que à l'écouter, il a de très bonnes intentions pour notre pays, le Togo, mais qu'il revienne et mettre sa main à la contribution de la chose publique. Je serai plus à l'aise de le voir dans ce rôle et de toucher les réalités du terrain pour essayer de transformer graduellement les choses au bénéfice non des gouvernants,
mais des populations entières. Rien n'est encore rose au Togo, mais des efforts sont faits. Nous devons encourager à ce que le principe de redevabilité soit totalement d'actualité dans notre pays, qu'on puisse rendre compte des projets, qu'on puisse rendre compte de la mise en œuvre de ces projets et également nous dire réellement qu'est-ce qui est fait. Et je crois qu'on doit toujours être positif. Nous ne cesserons jamais de redire cela, mais nous ne devons pas être si pessimistes, si négationnistes aussi. Merci Monsieur Tété Credo, Dr Kodjoviton, la modernisation donc du pays. On voit Lomé, quelquefois, quand je prends juste Agoué, qui a un peu changé, à Dido Gomé aussi, et à certaines routes toujours en construction. Disons-nous la vérité, que répondez-vous à certaines personnes qui disent et qui analysent comme quoi c'est juste une partie de Lomé qui est en train de changer quand on veut parler de structure au Togo? Bon, quand on veut être objectif en parlant, on dira que le changement doit commencer par un point. Déjà, s'il y a une partie qui a commencé, il faudrait aussi qu'on puisse se donner le courage de dire qu'il y a encore d'autres pistes à évaluer. Donc, si c'est simplement cette question de me demander c'est juste une partie, je dirais oui, ça doit commencer quelque part. Maintenant, quand on parle de la modernisation, de la digitalisation, par exemple, des services de l'État, bon, moi, j'ai toujours dit que moi, je ne fais pas de la politique pour plaire à quelqu'un. Je suis impliqué politiquement parce que je veux le développement de mon pays. Et c'est pour cela que je suis engagé. Donc, ce que je vois qui est fait, je le dirai. Ce que je vois qui n'est pas bien fait, je propose pour que ça puisse être amélioré. La dernière fois, j'étais parti pour renouveler mon passeport. J'ai été reconnu là-bas avec d'autres personnes qui voulaient m'assister. J'ai dit non, je voulais passer par la procédure normale. Et puis, la voie normale. Et en toute vérité, j'ai été satisfait de ce qui a été fait. J'étais parti sur le site digital du gouvernement par rapport à la demande de casier judiciaire, suivi de certaines... J'ai été satisfait de l'amélioration que j'ai trouvée là-bas. Donc, je dis que oui, on n'est plus au point zéro, même s'il y a toujours des kilomètres à parcourir. Dans ce qui a été fait, ce qui est fait du bon, je dirais que c'est le bon. Maintenant, par exemple, le problème d'identification nationale, moi, c'est depuis 2016 que j'ai fait une proposition de ce genre où nous devrons avoir un numéro d'identification personnel qui nous permet d'avoir, au fait, de développer une base de données qui est, au fait, le socle des projections de développement. Mais sans ça, on ne peut pas savoir combien d'enfants seront nés dans tel village, combien d'hôpitaux aurons-nous besoin en telle ou telle année. Donc, il faudrait que l'État accélère certains points qui n'ont pas été déjà faits de ce programme pour que ça puisse être évolué. Mais en plus de tout ça là, moi je souhaiterais que l'État aussi permette ajoute l'ingéniosité de la diaspora. Il y a des gens de la diaspora, c'est-à-dire qu'on parle de l'évolution, de la modernisation. Nous sommes dans des pays qui, on peut se le permettre de le dire, qui sont plus évolués sur le plan de la modernisation que d'autres. Mais il y a des Togolais qui sont des gourous de l'ingéniosité de partout dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada et partout. Dans l'agriculture, il y en a. Dans la modernisation, il y en a. Mais pourquoi ne laissons pas la place à ces gens qui ont cette capacité de revenir au Togo, de pouvoir retracer peut-être les voies pour éviter les inondations de chaque année? Et pourquoi ne pas laisser la chance aux Togolais de revenir pour pouvoir investir dans l'agriculture pour que nous puissions avoir accès pour déplacer les produits finis, les produits récoltés d'un point X à un point Y? Pourquoi ne pas donner cette place à l'ingéniosité togolaise de s'impliquer dans les programmes du gouvernement pour que nous puissions accélérer le développement de notre pays? Parce que je pense qu'il y a un grand problème qui se pose à ce niveau. Du moins, l'équipe qui est en train de contrôler reste la même équipe. Et puis, il y a difficulté de pouvoir donner la chance à ceux-là qui veulent le développement du pays de pouvoir donner leur expertise à contribution. Je pense que c'est ce qui nous manque. Mais pour ce qui a été fait sur le plan, sur l'axe numéro 3, il y a beaucoup de progrès que moi-même j'ai testé. J'étais content de ça. Mais comme l'a dit M. Credo, on ne dit pas qu'on est déjà au summum.
Il y a plusieurs choses à faire. Moi, je demande seulement une accélération de la mise de l'accomplissement de ces projets et surtout avec une bonne foi pour que cette gouvernance puisse finalement être productive et à coût réduit pour nos populations. Merci, docteur Kodjo-Viton. Nous allons recevoir un téléspectateur. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais spécifiquement sur cette question de l'agriculture rebondir. Je voudrais quand même rappeler que nous vivons au XXIe siècle. Et si aujourd'hui on veut véritablement faire de l'agriculture un levier de l'économie, ben voilà, y consacrer une bonne partie donc du PIB. Ben voilà, y consacrer une bonne partie des investissements. Et aujourd'hui, c'est je veux dire, dégradant de se présenter à nouveau encore face à des agriculteurs et puis comme quoi on veut leur faire des dons de matériel. Quel genre de matériel? C'est la houe, c'est la tabac, hein, c'est ces instruments-là. Ça, c'était à l'époque de nos grands-parents. Alors, que proposez-vous? Pardon? Que proposez-vous? Puisque la diaspora n'est pas là seulement pour... Avec la modernisation, justement, que nous vivons dans le monde aujourd'hui, et puis la puissance chinoise que nous avions, il est important de mécaniser l'agriculture. Quelqu'un dirait qu'il faut rendre l'agriculture sexy. Oui, si on veut véritablement que les gens s'y intéressent. Aujourd'hui, quelqu'un avait dit entre-temps, pas sur ce plateau, que même s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'emploi, il y a quand même du travail. Et ce travail-là, c'est à la terre. Monsieur Credo l'a dit, l'agriculture, c'est quand même 40% de notre PIB. Il va falloir y consacrer énormément de ressources. Parce que si on mange bien, eh bien, on sera en mesure de travailler pour le pays. Donc, il faut mécaniser l'agriculture. Oui, il y a des zones aménagées, ça s'appelle la ZAP ou un truc comme ça. Mais il n'y a pas d'engouement. Justement, quand on prend par exemple la diaspora. La diaspora, mais c'est des milliards, j'ai oublié le chiffre réel, mais la diaspora envoie des milliards chaque année au pays. Ailleurs, les gens réfléchissent, ils se sont dit, mais écoutez, il faut qu'on crée une banque agricole de la diaspora, par exemple. Où ces fonds-là peuvent véritablement servir à l'économie du pays. Donc, tant que l'agriculture n'est pas suffisamment mécanisée, elle paraîtra toujours comme étant très pénible. Et ceux-là même qui devraient, du moins qui vivent dans les zones, dans les villages, dans des endroits où on pratique l'agriculture, eh bien, vont continuer par pratiquer les zones rurales, venir vers les villes pour faire zémidian. Et pendant ce temps, nous allons continuer par vivre l'inflation, parce qu'il y a moins de main-d'œuvre sur les champs, et donc le peu de personnes qui y travaillent, eh bien, une fois que les produits vont sortir, ils finiront justement par taxer ces produits-là. Au-delà de ça, au-delà de la mécanisation, il est important que les pistes rurales, c'est d'ailleurs ça qu'il y a un ministère qui a été créé pour ça. Il faut ouvrir les voies. Parce qu'une chose est de produire, mais une autre est de pouvoir évacuer ou amener ces produits-là vers les marchés, vers les centres commerciaux. Maintenant, si vous produisez et que vous n'avez pas les moyens pour sortir les produits, eh bien, ils vont simplement pourrir dans les champs. Donc, c'est le mélange de tout ça, le cocktail de tous ces problèmes qui font qu'aujourd'hui, l'agriculture paraît toujours pénible, difficile. Et sur les médias, on nous parlera toujours de l'agriculture, mais ça ne se pratiquera jamais de façon industrielle. Je vais finir en disant que le jour où dans la capitale de Lomé, les 12 camps militaires officieux, les 7 camps officiels que nous avions, rien qu'à Lomé, à Gouin, pour être plus précis, le jour où ces camps militaires qui occupent des hectares et des hectares, le jour où ces camps-là, militaires-là, vont devenir des zones industrielles, sachez que le pays a décollé. Nous vous inviterons pour une émission, puisque vous avez de belles idées, nous vous inviterons pour une émission spéciale avec vous, une occasion donc, puisque nous sommes là pour servir toute la diaspora africaine, nous allons vous inviter dans une autre émission et vous aurez donc votre temps d'antenne pour en parler, si ça vous dit.
ce qui est certain, ceux qui sont sur le plateau en ce moment font quand même de belles contributions. Merci. Mais il est Merci important d'avoir de reconnu. rappeler Donc, un certain vu nombre qu'il y a de le choses. temps Merci à d'antenne qui est imparti, qui est presque fini, on va le faire comme ça et on va vous inviter pour faire votre contribution dans une autre émission. C'est bon? Merci. Parfait. Merci pour votre compréhension, chers téléspectateurs. Nous allons aborder le dernier aspect avec monsieur Tcherelo Lawson Nyamassadi Refoumelate. Dites-nous votre point de vue sur la modernisation donc du pays et le renforcement donc des structures. Il me semble que sur la question de la modernisation du pays, ça pose fondamentalement la question des infrastructures. Et ces infrastructures appellent justement un investissement conséquent. Ces investissements doivent répondre à une logique de développement ou à une vision du développement du pays. Le problème, c'est que quand on questionne la vision, on n'en trouve pas. La vision, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi, quand j'entends Tete Credo se faire le porte-parole, n'est-ce pas, des chiffres mensongers d'un gouvernement qui ment lui-même et au peuple togolais, ça interroge un peu ma conscience pour me dire, il faudrait quand même qu'en tant que journaliste, au-delà des chiffres alignés, n'est-ce pas, de Victoire Dogbe, il faudrait que lui-même fasse l'effort de comparer ces chiffres en tant que journaliste, d'avoir un esprit critique par rapport à cela. Sinon, il a tout à l'heure parlé de la politique prioritaire, mais en l'écoutant, j'ai comme l'impression que je me retrouve au temps de Yadema où on attend des leaders de motion qui lisent ce qu'ils ne comprennent pas parce que, ils sont dans la glorification, ils sont dans une façon de faire, de pouvoir glorifier le gouvernement, d'être dans le culte de la personnalité et tout ça. Donc, je pense qu'il faut aller vers une rupture fondamentale. Quand on parcourt l'intérieur du pays, j'ai mal. Je souffre dans mon cœur, dans mon esprit, de voir par exemple qu'à Kara, les gens n'ont pas l'eau potable, ou du moins l'eau est coupée pratiquement sur des mois et des mois. Quand tu vas à Dapaon, au nord du pays, avec les attaques terroristes, la population fait face, ils sont obligés de se déplacer dans des conditions atroces de souffrance, de pauvreté, mais c'est incroyable qu'on puisse être togolais, voir ça et ne rien dire. Quand vous descendez au centre du pays, que ce soit à Palimé ou à Tapamé, les routes sont dans des états lamentables, alors que c'est les zones de production agricole du Togo. Et donc, quand on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de route pour faire venir les produits, ces produits pourrissent. Et donc, ça dit que c'est incroyable ce qui se passe au Togo. Vous imaginez que quand on a évoqué tout à l'heure l'agriculture, les intrants, c'est-à-dire les engrais, ça a été prouvé dans le rapport de la Cour des comptes. En ce qui concerne l'engrais, il y a une femme qui est une intime de Faure Gnassingbé qui a le monopole sur les engrais au Togo. Vous comprenez? Quand vous avez tous ces éléments, comment l'agriculture peut se déplacer? Donc, c'est un groupe de personnes qui pillent le pays pour leur bien. Donc, ils n'ont aucune vision de se développer ou de développer le pays. Et donc, quand j'entends Dr Ton qui est assez enthousiaste et qui pense que ces gens vont faire des changements, non, c'est se tromper sur toute la ligne. Ils ne feront pas de changement. Parce que leur objectif c'est de s'enrichir simplement. Ils n'ont aucune idée, une vision pour le bien, pour le vivre ensemble et le partage des biens du pays. Fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de magie. Vous savez, en économie, je l'ai évoqué tout à l'heure, les grands agrégats de la santé économique. On a parlé de la production, c'est-à-dire du PIB du pays. Et cette PIB est une fonction, n'est-ce pas, quand on convoque la théorie quantitative de la monnaie, de Ricardo et de Karl Marx, on se rend compte que le PIB n'est pas un agrégat qui est un agrégat isolé. Et que la quantité de monnaie en circulation dans une économie, sa vitesse de circulation est égale au prix que multiplie la production. C'est pour vous dire que quand au niveau du niveau d'inflation, qui est très élevé au Togo, 7%,
quand on voit le niveau de chômage, où les Togolais, la plupart sont au chômage, ou du moins l'activité qu'ils font ne leur permet pas d'avoir un revenu conséquent pour faire face à leurs besoins, aux besoins de la famille, eh bien, on ne peut pas parler de taux de croissance, puisque la croissance doit se traduire par le développement, en tout cas le changement de la courbe des différences des individus. Et c'est ces individus pris collectivement qui fait le taux de croissance d'un pays. Et donc, nous sommes ici, quand on convoque l'analyse, la grille analytique économique du pays, eh bien, les agrégats ne sont pas au rendez-vous, en tout cas de façon très, très objective. On laisse de côté la propagande, on laisse de côté des discours tout à fait complètement à côté de la plaque, mais la réalité, au niveau de la vie des Togolais, on ne le voit pas. Donc, quand on nous parle de modernisation de l'économie du Togo, nous pensons tout simplement que nous sommes plutôt dans une forme de surenchère, dans une forme de tromperie, en réalité, et que le Togo, en tout cas, en termes de sa capacité, de son potentialité, au niveau des intelligences des Togolais, au niveau aussi des ressources du pays, eh bien, quand on met ensemble cette énergie, le Togo devait être à des niveaux très élevés en termes de développement. Merci, M. Tirelou. Je vais vous donner la chance de terminer. Nous avons une téléspectatrice en ligne qui attend depuis. Alors, téléspectatrice, vous avez 2 minutes. Bonjour. Bonsoir. Oui. Allez-y. Bonjour, monsieur. Ok. J'ai une proposition à faire. Je pense que pour pallier à ce problème de non-aboutissement et de la non-concrétisation des projets dans notre pays, je pense qu'il est temps que le gouvernement, dans tous les secteurs donnés, domaine de l'agriculture, élevage, territorial et tout, dans tous les secteurs donnés, il faut que il faut qu'ils mettent à disposition des équipes de suivi. Il faut qu'on délègue des gens pour qu'ils fassent le suivi. Comme ça, chaque million qui est sorti sera suivi et le projet pour lequel on a fait sortir cet argent-là, cette somme-là, le projet sera réalisé. Je donne un exemple. Nous, je suis une femme, lorsque j'étais plus petite, mes parents, par exemple, lorsqu'on voulait m'apprendre à gérer les sous et tout, on me donnait l'argent. Tiens, prends 1000 francs, cuisine avec. Parfois, je paie les choses, l'argent ne suffit pas et je suis incapable alors de faire de la sauce. Lorsque les parents reviennent, on me demande, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu cuisiner? Qu'est-ce que tu as payé avec l'argent? Viens me faire les comptes. Ça fait que on m'a appris cela 1-2 fois. Les fois qui ont suivi, j'ai su comment gérer au fait l'argent qu'on me donne. Et aujourd'hui, je peux faire de la soupe avec n'importe quelle somme. Vous voyez, non? Et donc, il faut que l'argent qui sort, c'est pour les Togolais, c'est pour le Togo, c'est pour le pays. Et donc, lorsqu'on débloque ces sommes comme ça, il ne faut pas que les gens voient ça comme, c'est comme la baleine est venue sur la rive, il faut que chacun puisse prendre une partie avant que cela ne reparte. Non. L'argent doit être suivi. Et il y a des étudiants, les gens ont terminé, les gens ont terminé leur cursus scolaire, les gens ont fini les études, sont à la maison. Équipe de suivi, les étudiants, ils sont émancipés, ils vont suivre de près et je vous assure que c'est encore des jobs ou bien des opportunités d'emploi qui sont créées comme ça. Et lorsqu'on fait ces choses-là, je pense que tout le monde sera réglo. Parce que nous disons que les gens ne font pas bien. Je pense qu'il y a des personnes qui sont parmi ces gens-là qui font du bien, qui font de leur mieux pour que les choses aboutissent. Mais vu que peut-être ceux qui ne font pas bien dépassent ceux-là qui ont la volonté de faire, ça fait que ces personnes-là sont étouffées. Et lorsqu'il y aura dorénavant du suivi, chacun sera réglo et je pense que tout ira bien. Merci.
Merci de nous avoir appelés. Ce sera donc la dernière intervention de la part des téléspectateurs et des amis internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Nous sommes à la fin donc de cette émission où j'ai encore plus d'une dizaine de questions à aborder avec nos invités. Je m'incline devant donc le savoir-faire de nos téléspectateurs et surtout de nos invités de ce jour. Je vais poser juste une petite question condensé, ils vont répondre chacun 2 minutes. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais c'est désormais la règle sur AfroWeb TV. Alors, Monsieur Tété Credo, nous sommes à la fin donc de cette émission. Quelle sera votre conclusion? Que retenons-nous en tant que Togolais par rapport à la vision, à la feuille de route du gouvernement togolais? Première partie de ma question. Seconde partie de ma question, le Togo a de très belles relations avec les États-Unis. Et dans quelques jours, nous connaîtrons donc le nouveau ou la nouvelle présidente des États-Unis. À quoi est-ce que vous vous attendrez? Et dites-nous concrètement, en tant que journaliste, Monsieur Tété Credo. Oui, merci Moïse. Je vais commencer par le dernier axe de votre question. Donc, je souhaite de belles élections américaines et qu'on n'ait plus cette opportunité de voir les après-élections qui sont désastreuses, notamment la dernière présidentielle qui a vu partir aujourd'hui le candidat Donald Trump. Nous souhaitons tout le meilleur et que les États-Unis continuent toujours par donner le bon exemple. Que ça soit Kamala Harris ou Donald Trump, il va falloir revoir les relations des États-Unis avec le continent africain, avec ces pays, et que nos dirigeants aussi puissent s'imposer, s'exprimer et porter, disons, les revendications, les réalités même du continent africain en vue d'un rapport de collaboration, de coopération qui soit assez équitable. Donc, il ne va plus falloir être dans un rapport de dominant, de dominé, mais que nos dirigeants aient le courage, que ce soit avec Donald Trump ou Madame Kamala Harris. Nous voulons que les rapports entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains soient des rapports cordiaux, mais surtout égaux, qui trahissent également la vision de nos chefs de l'État. Maintenant, que retenir de cette thématique ou bien de cet exercice que nous avons fait avec plaisir? Le chantier est encore vaste, il n'est pas si rigueux, mais si chacun joue sa partition, je crois que nous arriverons à construire quelque chose de potable, quelque chose de généreux pour les générations à venir. Donc, nous devons chacun faire cet exercice d'amélioration des débats, et c'est là où je remercie la dernière intervenante qui a donné des idées assez louables. Ce sont des idées comme ça que j'aurais voulu recevoir de la part de monsieur Lawson, mais la dernière a pris en compte a assouvi ma soif. Donc, il va falloir qu'au niveau du gouvernement, qu'on pense à mettre en place un système rigoureux de suivi de la mise en œuvre des produits et qu'on puisse établir réellement le principe de redevabilité. Et à nos chers amis politiques, il ne s'agit pas de briller seulement en période électorale, mais il faut toujours faire des contributions, relever les manquements sur tout un processus de vie sociopolitique d'un pays. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont fait des interventions, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, vu que le temps imparti est arrivé à sa fin. Un sincère merci à mon cher aîné, monsieur Lawson Elou. Je ne dirais pas qu'il a fait économie de la vérité sur certains points, mais il y a des points qu'il a soulevés qui sont assez discutables, parce qu'il va falloir qu'on puisse évoluer également dans l'appréciation des choses. Le Togo d'hier n'est plus le Togo d'aujourd'hui, mais je ne dis pas non plus que le Togo d'aujourd'hui est le Togo meilleur. Le meilleur, c'est nous tous qui devons y contribuer en faisant justement cet exercice pour que ceux qui ont les destinées de ce pays, qui ont les outils nécessaires, puissent employer
ces outils avec mesure pour faire décoller le pays. Au docteur je le dis, beaucoup de courage. Ce n'est pas facile d'être un leader politique. On est incompris. Et quand on a en face des gens qui végètent dans la préhistoire, ce n'est pas assez facile aussi. Courage à tous nos hommes politiques. Merci Moïse. Merci à tout un chacun. Merci. La même question, ou sinon les mêmes questions pour Dr Ton. Bon, je dirais que la nouvelle vision, comme vous la connaissez depuis, nous sommes dans le concret, dans le réel. En ce moment où nous sommes en train même de débattre, il y a une équipe de la nouvelle vision conduite par le vice-président, le deuxième vice-président, M. Fiagan, qui est dans l'avion pour venir vivre la réalité des élections ici aux États-Unis, afin d'en tirer également des leçons pour ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà l'une des actions encore de la nouvelle vision par rapport au concret, au Togo que nous voulons créer. Maintenant, pour l'implication politique du résultat des États-Unis par rapport au Togo, M. Credo l'a dit, on ne cherche pas à avoir un gouvernement où on pourra bénéficier des aides, ben, on veut avoir un gouvernement où il est question de pouvoir s'asseoir entre États et négocier par rapport au bien-être de nos populations respectives. Donc c'est ce que nous souhaitons, nous projetons avoir, peu importe le résultat des élections, nous voulons aller à des opportunités où on ne dira pas que le Togo est petit, mais on saura que le Togo est un État qui a des ressources, qui peut discuter avec les États-Unis par rapport aux besoins aussi des États-Unis, en mettant à l'avance les besoins et les réalités de nos populations, surtout les intérêts de la population. Maintenant, revenant sur la deuxième partie de la question pour la conclusion, moi je dirais que ce qui nous gouverne aujourd'hui, ou bien ce qui doit nous gouverner, c'est le résultat. J'ai toujours prôné ce qu'on appelle un result driving leadership. Aujourd'hui, quand nous prenons le programme que nous, Togo Vision 2025, rien n'est nouveau pour la nouvelle vision parce que tous ces trois axes sont dans nos programmes exactement. Je n'ai pas eu le temps de parler, par exemple, de l'agriculture où la nouvelle vision a investi à Yoto plus de 80 hectares de production agricole. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont similaires à ce qui est sur le papier. C'est pourquoi vous allez voir que nos interventions n'ont pas tellement touché au programme en soi, mais c'est à la capacité de pouvoir produire des résultats qui est le problème. Donc, quand je parle de result driven leadership, je voulais tirer l'attention à nos dirigeants et surtout à ceux-là qui ont la bonne foi de pouvoir faire évoluer le Togo ou qui pensent qu'ils sont en train de bien faire, de faire des retenues par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, la situation togolaise devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes rentrés dans une ère où le leadership veut produire des résultats. Mais quand il veut produire ces résultats, il faut des financements. Et ces financements proviennent généralement de deux choses. Des entrées fiscales et puis des prêts. Mais quand nous parlons des prêts, on sait que c'est un peu difficile avec les institutions financières où nous sommes déjà endettés. Mais l'autre côté, c'est les entrées fiscales. Quand l'OTS s'applaudit de passer de 12,3 à 14, quelque chose, je suis en train de penser à est-ce qu'ils sont en train de voir ce qui se passe au port pour ceux de la diaspora qui ont commencé à faire des commerces où d'un seul coup, ils ont vu le coût même des conteneurs triplé. Donc, je voudrais que le chef de l'État ou ceux qui sont destinés à mettre sur pied ces programmes pour l'accomplissement des résultats, de revoir les intrants, c'est-à-dire les ressources qui financent ces genres de projets pour comprendre qu'aujourd'hui, la situation togolaise devient de plus en plus difficile parce que nous sommes rentrés dans l'appauvrissement de la population, de saigner la population de plus pour réaliser certaines choses. Il faut revoir la manière dont nous voulons financer ces projets, revoir les contours de l'exécution de ces projets pour réduire les dilapidations des fonds et aussi mettre sur pied le programme de revoir l'impunité au pays. Quand la personne n'a pas bien fait, il faudrait qu'il soit jugé à point. Donc je suis certain que oui, nous voulons produire des résultats qui vont faire rayonner l'éclat de nos pays à l'extérieur, mais il faudrait mettre un accent particulier sur ce qui se passe à l'intérieur. Je finirai en parlant par exemple de la couverture universelle santé.
Ben, pour plusieurs employés aujourd'hui, ça devient une charge lourde. Parce que, oui, ça c'est beau pour dire tout le monde a accès à la couverture, comment dire, maladie. Santé. Universelle. Néanmoins, ça pèse sur des populations, ce qui rend difficile la vie de certains employés. Donc, ne cherchons pas seulement à produire des résultats, mais cherchons plutôt à produire des résultats avec une nouvelle vision de voir les choses évoluer. C'est ce que nous faisons à la nouvelle vision. Nous allons continuer toujours à apporter nos critiques constructives sur les projets de l'État, à nous rendre disponibles, à apporter notre ingéniosité pour chaque secteur, pour qu'à la fin de nos discussions, de nos engagements, nous puissions être fiers de construire le Togo lors de l'humanité. Merci, Dr Kodjovi Aubin, dont vous êtes le président du parti politique Nouvelle Vision. Monsieur Tchirelou, lorsqu'on a dit réformer la même exercice. Il nous semble que dans ce débat, il faut reconnaître que la diaspora togolaise dispose des intelligences, des compétences, également une expérience. Ici, on évoque tout simplement le transfert d'argent à l'économie togolaise. On a le sentiment que c'est la diaspora togolaise qui soutient, n'est-ce pas, à la vie économique dans ce pays, en tout cas de façon assez substantielle. Et donc, qu'on ne permet pas aux gens de la diaspora de pouvoir revenir et de déployer leurs projets économiques ou d'investissement parce qu'il y a une justice corrompue, parce qu'il y a une façon de gérer le pays qui fait en sorte que quand vous investissez, vous finirez par perdre votre investissement, ou même si votre sécurité est en jeu. La preuve, Omolo est en prison, le camarade Aziz Goma qui est revenu est en prison. Dans ces conditions-là d'insécurité et de chasse à l'homme, je me demande, en tout cas, je m'interroge sur l'invitation de Credo à me voir revenir au pays sans que ces conditions ne soient pas levées. En tout cas, je commencerai par lui demander de faire l'effort de faire libérer nos camarades en prison. Et ça va nous rassurer pour revenir au pays et apporter notre contribution pour notre contribution à l'évolution en tout cas du point de vue de la santé, de l'éducation ou de la contribution intellectuelle. J'ai toujours pensé que la plupart des Togolais à l'extérieur sont issus des universités togolaises, de Lomé, de Tara. Nous sommes aujourd'hui à l'extérieur. Moi, par exemple, je suis gouverneur au niveau de l'université de Saint-Boniface au Canada. Nous aurions pu apporter beaucoup de choses au Togo parce que nous avons une certaine redevabilité. Mais le système ne nous permet pas de réinvestir. N'est-ce pas? Ce que le Togo nous a donné, on nous a appris enfant, on a fait de nous des intellectuels, mais nous avons cette responsabilité de redonner à notre pays. Nous ne le faisons pas parce que le système ne permet pas de le faire. Donc, il faut que ça avance à ce niveau. Sur la question de la vision du développement, eh bien, nous pensons qu'il va falloir sortir de ces éléphants blancs, n'est-ce pas, de ces projets et qui permettent tout simplement l'enrichissement de ceux qui portent le projet, parce qu'il n'y a pas une redevabilité, il n'y a pas de mécanisme de contrôle, d'évaluation, tout simplement parce que la personne à qui on doit faire ça lui-même n'est pas responsable. Et par conséquent, ceux qui l'entourent, la plupart qui sont ces femmes, ne font pas le travail. On a parlé par exemple de modernisation de l'économie. Il faut interroger Sina Lawson sur qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour pouvoir digitaliser le pays. Le truc du passeport ou encore le truc ne suffisent pas. C'est la couverture numérique en termes d'Internet sur tous les territoires du Togo. Donc, de ce point de vue, il faut les interroger. Il faut interroger ADG pour qu'il y ait de l'eau potable à ADG, au lieu de retrouver tous ces fonds dans sa maison. C'est des questions essentielles pour nous. On ne peut pas transiger sur ces questions de façon fondamentale. Donc, la théorie, en tout cas le projet des éléphants blancs, et qui est une pratique depuis Papa Nyassibé jusqu'à son fils, il va falloir donc mettre fin à cela si on veut vraiment développer le Togo. Si on revient aux États-Unis, eh ben, j'ai été quand même impressionné de voir que Tété Credo a évoqué la démocratie aux États-Unis. Mais qu'il apprenne de ça, qu'il apprenne tout petit peu de ça. Oui, aux États-Unis, on ne vote pas les élections. Aux États-Unis, on ne triche pas, on ne coupe pas avec les urnes. Apprenez de ça, au moins, et donnez aussi la chance aux Togolais
de faire la même chose. Eh bien, j'apprécie que le vice-président de Vision va aux États-Unis, va voir un peu comment les choses se passent. Quand il revient au Togo pour les implémenter, j'espère qu'on ne va pas le mettre en prison ou le tuer. C'est là aussi qu'il va falloir faire des avancées fondamentalement en respectant notre constitution, la loi qu'on s'est donnée, en respectant le vote de l'ensemble des citoyens et en permettant que le peuple puisse nous dire oui, vous avez bien fait ou vous n'avez pas bien fait, et pour pouvoir permettre une certaine émulation, une certaine évolution, une certaine compétition sur le plan politique, économique et social. Je voudrais quand même aussi, au niveau des Américains, des États-Unis, leur dire que le peuple togolais a un quiproquo. Oui, le premier président, Sylvanus Olympio, a été tué dans des conditions rocambolesques devant l'ambassade ou dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Et depuis, les États-Unis n'ont pas déclassifié ce dossier. Et c'est l'assassinat du président Sylvanus Olympio qui a amené, n'est-ce pas, à l'avènement du régime de terreur, de violence que nous connaissons de Papa Gnassingbé, de Feu Gnassingbé, et à la suite son fils, donc suite cette dictature militaro-monarchiste soixantenaire qui a plongé le Togo, qui a fait du Togo une prison à ciel ouvert, les conditions dramatiques que vivent les Togolais aujourd'hui. Et donc, il y a ce devoir historique des Américains, c'est ce qu'on demandera au prochain président, de déclassifier le dossier de l'assassinat du président Olympio, de permettre que le président Olympio puisse revenir au pays qui soit enterrés dignement, et que nous puissions aller vers la réconciliation et voir comment l'ensemble des enfants du Togo pourraient se retrouver autour des projets de développement et d'émulation de bien-être social. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc la question de la réconciliation me semble fondamentale et nous pensons que les Américains ont un rôle à jouer puisque ils ont quand même déroulé le tapis blanc, le tapis rouge au président Sylvanus Olympio, donc c'était le président le président américain qui a été tué. Ce président-là a bien reçu le président. Donc le Togo a pu développer de très bonnes relations, mais depuis, on voit que la relation entre Togo et les États-Unis sont toujours en dents de scie. Donc de ce point de vue, j'émets le vœu de voir ces relations aller dans le sens positif. Et surtout, je lance un appel à la diaspora togolaise aux États-Unis de contribuer à ce que notre pays se libère des mains de la dictature militaro-monarchique de Gnassingbé. Merci, M. Tchirelo Sonia Massadir Fumelate. Alphonse, vous êtes économiste, leader panafricain. Tous nos regards sont tournés vers votre groupe Pyramide. Merci infiniment pour le soutien que vous ne cessez de nous apporter sur Afro Web TV. Et vous êtes analyste politique aussi. Nous avons eu le plaisir de recevoir sur notre antenne pour cette émission Dr Kodjovi Ton. Il est économiste et président du parti politique Nouvelle Vision. Cher aîné, Monsieur Tété Credo, merci infiniment. Vous êtes journaliste et analyste politique. Jeunesse africaine, ce sont ces genres d'émissions que nous devons partager et vous avez compris le message car notre avenir en dépend. C'est la fin donc de votre émission Avis de la diaspora sur Afro Web TV. On se retrouve pour un autre numéro. C'était au micro et à la réalisation Moïse Agbeyigan, votre